Comment la valorisation des métiers d'art et de leur savoir-faire est intégrée dans les stratégies de développement et de marketing des maisons de luxe? Devrait-il l'être davantage? Et puis on va se poser la question aussi de quel bénéfice pour les groupes de luxe, mais aussi quel bénéfice pour les métiers d'art. Ça nous intéresserait. Et quelle garantie pour quelque part pour une valorisation, encore une fois, au juste prix de leur savoir-faire et pour leur transmission dans un juste temps. Voilà. Merci. Donc, effectivement, l'idée de cette présentation, c'est de confronter ce que font les marques de luxe qui devraient naturellement être les porte-étendards, je dirais, des savoir-faire français ou italiens en fonction de l'origine des produits. Donc, comment elles mettent en avant et valorisent dans leur communication, notamment, ces savoir-faire, et de confronter ça aux attentes que les consommateurs ont vis-à-vis tant du fait main que du secteur du luxe, d'une manière générale. Et puis, dans une troisième partie, de voir comment on pourrait intégrer cette double stratégie dont vous avez déjà parlé, je ne sais plus où il est l'intervenant d'avant, vous avez parlé l'idée de le mettre en avant à travers une liste, par exemple, des fabricants qui sont intervenus dans le processus. En marketing, on appelle ça le co-branding, c'est-à-dire l'association de marques. Donc voilà, c'est de montrer l'impact que ça a et d'expliquer que ça peut être fait. J'ai travaillé avec la dentelle de Calais sur le sujet, donc c'est quelque chose qui peut être fait par des artisans. Voilà. Donc, je vais d'abord commencer par rappeler ce qu'a un peu dit mon prédécesseur, mais en se disant qu'aujourd'hui, la sociologie de la consommation du luxe face à la main d'une manière générale est plutôt porteuse. Donc, dans les marchés matures, on a tendance dans le luxe à séparer marché mature et marché émergent. Donc, dans les marchés matures, on a aujourd'hui une exigence de la part du consommateur de traçabilité, qui veut savoir qui est derrière quoi, qui veut aussi éventuellement avoir l'empreinte carbone qui est liée au produit. Donc, dès qu'on parle de fabrication locale, forcément, on améliore ce genre de choses. Qui a également une quête d'authenticité envers les produits. Donc authenticité, je ne parle pas de contrefaçon, mais de la recherche du vrai, mais je parle de l'authentique dans le sens par rapport justement au process de fabrication qui est utilisé. L'intérêt pour le produit au-delà du facteur rêve. Pendant longtemps, le consommateur, dans les pays même matures, a souhaité acheter des produits de luxe pour le status signal, l'effet d'ostentatoire, pardon, excusez-moi. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une quête vers le produit en tant que tel, et pas que le symbole associé au produit. Avec ce sentiment de remettre du sens dans la consommation qu'on associe à un phénomène qu'on appelle l'hypermodernisme. Et puis, cette tendance générale autour du Made in, je tiens à préciser que ce n'est pas une spécificité française. Les Italiens se posent la question, les Américains se posent beaucoup la question aussi, les Dubaïotes se posent la question, les Coréens se posent la question. Enfin, il y a un sentiment de fabrication locale, comment faire, que faire. Mais en tant que consommateur de mon pays, ça peut m'intéresser. Face à ces marchés matures, on a les marchés émergents. Donc, dans les marchés émergents, aujourd'hui, on a, disons, 3 classes de consommateurs. On a ces consommateurs qui sont ce qu'on qualifiait à l'époque de nouveaux riches, qui recherchent toujours le logo et l'ostentation. On a des consommateurs qui recherchent un achat statutaire. Donc, eux, ils vont être sur à la fois une quête du meilleur prix et puis un risque d'achat. Comme ils vont être sur la quête du meilleur prix, ils vont souvent chercher à acheter, par exemple, sur Internet, avec le risque contrefaçon qui est associée. Donc, du coup, la traçabilité va devenir importante pour ces personnes-là. Et puis, on a enfin une troisième catégorie de consommateurs, qui est le consommateur éduqué. Donc, on est sur la deuxième, troisième génération de consommateurs, qui va être plus en quête d'artisanat, notamment de son artisanat local. Et c'est la raison pour laquelle Shanxia, par exemple, ça a été développé par la maison Hermès, pour répondre à une demande à la fois locale et étrangère. Les marchés émergents ont également une soif d'apprendre. Par contre, ils ne connaissent pas. Donc, ils ne connaissent pas le b.a.-ba du luxe, ils ne connaissent pas le b.a.-ba des marques, mais ils ont soif d'apprendre. Et ils ont également... ils ont cet attachement à leur histoire, mais également à l'histoire du produit en tant que tel. Donc, l'histoire et l'origine pays des produits va les intéresser. Voilà. Alors, sachant ça... Que font aujourd'hui, donc je vais vous présenter le résultat d'une étude pour savoir que font aujourd'hui les marques de luxe. Alors là, je suis sur les marques de mode uniquement. On n'aurait pas forcément les mêmes résultats si on allait sur l'horlogerie, par exemple. Mais que font les marques de luxe aujourd'hui pour mettre en avant leur héritage et leur histoire? Et est-ce qu'elles utilisent justement les produits et l'artisanat? Alors,
Donc, je vous fais grâce des détails techniques de l'étude, mais simplement pour que vous ayez une petite idée. Donc, j'ai analysé 57 pages d'accueil de sites internet de maisons de luxe. La plus âgée étant Hermès, 1837, la plus récente Marny, 94, avec une date moyenne de naissance en 1945. Et l'idée était de se poser la question de est-ce qu'elles utilisent les savoir-faire dans leur communication sur le site internet, donc ce qui est le plus grand public, je dirais, et puis également de confronter ce que font les marques de luxe françaises avec les marques de luxe italiennes, avec une idée a priori que j'avais, qui était que, étant donné l'histoire de construction des maisons de luxe dans la mode italienne versus française, on allait avoir plus de savoir-faire, enfin plus l'axe sur le savoir-faire serait beaucoup plus important pour les maisons italiennes que pour les françaises, puisqu'elles se sont construites autour du fabricant et moins autour du designer. Et puis bon, voilà. C'était une idée préconçue qui ne s'est pas vérifiée. Donc je vais arriver à ça. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va y avoir 3 façons pour les maisons de luxe en ligne de présenter leur héritage, leur savoir-faire, à travers le storytelling, à travers le savoir-faire en tant que tel, et à travers la transmission de l'histoire et de l'héritage. Pour signifier ça, quand vous observez sur Internet, donc l'idée c'est de coder en fait ce qui apparaît sur le site Internet dans ces différentes catégories. Et donc en dessous, vous avez tous les différents signes que vous pouvez observer qui vont nous renvoyer à telle ou telle catégorie. En moyenne, les marques vont utiliser 3,5 de cette seconde ligne que vous avez sur l'écran. Vous avez 20... Pourquoi ça fait ça? Pardon, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Donc vous avez 20 marques qui vont utiliser moins de ces 3 signes, donc c'est très très peu, moins de 3 signes pour signifier son histoire et son héritage sur la page d'accueil. Vous en avez même 7 qui ne l'utilisent pas du tout. Donc il y en a 7 qui ne parlent jamais d'histoire, d'héritage, de savoir-faire sur la page d'accueil. Alors, je sais que ça va vous intéresser, donc je vais vous donner les noms quand même. Donc vous avez Brioni, Courrèges, Itro, Gianfranco Ferre, Marny, Ferragamo et Trussardi. Donc certains, on s'attendrait à trouver pourtant la référence. Voilà. On a 12 italiennes et 8 françaises, donc on respecte on a un ratio qui est à peu près égal, et puis 9 anciennes et 11 nouvelles qui sont dans cette moyenne-là. On a 21 marques, donc à peu près le même nombre, qui vont utiliser entre 3 et 4 signes, donc qui sont dans la moyenne en fait, donc entre 3 et 4 de ces cases pour dire leur histoire et leur héritage. Beaucoup plus de françaises que d'italiennes, et beaucoup plus de récentes que d'anciennes. Ce qui est... voilà. Et enfin, on a 16 marques qui vont utiliser plus que 4 signes, jusqu'à 10 signes pour certaines, pour raconter leur histoire et leur héritage. Et là, on en a 11 françaises contre 5 italiennes. Et bon, là, c'est un peu sans surprise quand même, on en a 12 qui sont anciennes par rapport aux récentes. Donc ça, c'est pour le chiffré, si je puis dire. En termes d'utilisation, ce qui est le plus utilisé, c'est le storytelling par les marques, pour raconter leur histoire et leur savoir-faire. Ensuite, vous avez l'héritage, legacy. Et enfin, vous avez le savoir-faire en tant que tel. Donc, les principales conclusions de ça, rien que de cette partie, avant même d'aller dans le détail des signes, c'est que déjà, cette marque n'utilise absolument jamais l'histoire et l'héritage. Les marques françaises vont utiliser plus de signes pour raconter leur histoire et leur héritage que les marques italiennes. Donc, c'était l'inverse de ce que je pensais trouver au départ. Celles qui en utilisent le plus de signes sont les plus vieilles, les plus anciennes. Et le fait que ce soit le storytelling et l'héritage qui soient utilisés et très peu le savoir-faire. Alors, si on s'intéresse au storytelling de façon plus particulière, comment le storytelling est-il mis en avant sur la page d'accueil des sites internet? Soit à travers un lien vers la maison, ou l'histoire de la marque, soit d'un point de vue plus technique, avec un choix des couleurs utilisées sur le site qui va donner l'histoire, entre guillemets, l'histoire de la maison. Donc on va avoir soit du sépia ou du noir et blanc pour les maisons qui se veulent un peu plus anciennes, si je puis dire, et puis des couleurs un peu plus flashy pour celles qui veulent donner une image plus récente. Donc vous avez ici un exemple, donc l'exemple de la maison Dior. Donc on a à la fois le créateur et puis on a la couleur qui est utilisée. Et puis là, vous voyez bien en comparant Louis Vuitton et Versace qu'on n'est pas du tout sur les mêmes typologies de couleurs qui sont utilisées, qui ne renvoient pas du tout à la même réalité, je dirais, temporelle. Pour ce qui est de l'héritage, et là c'est intéressant, ça devient intéressant pour vous, comment l'héritage est-il communiqué, même si ce n'est pas lié au savoir-faire, à travers 2 signes. Il est d'abord transmis à travers l'indication géographique,
donc de la marque ou des ateliers, et à travers les activités culturelles qui sont organisées autour de la marque, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un livre qui a été publié, est-ce qu'il y a une exposition qui a été faite, est-ce que je suis Fendi et je suis en train de sponsoriser la rénovation de la fontaine de Trévi, enfin bon voilà, donc ce genre de choses, donc ça c'est mis en avant par les maisons. Donc par exemple, quand vous allez sur le site d'Emmanuel Ungaro, vous avez dès la page d'accueil l'accès à la maison, mais vraiment la maison physique, enfin je veux dire le lieu exact. L'histoire de la maison Emmanuel Ungaro débute en 1965 avec son créateur, etc. etc. Là, vous avez donc alors ça paraît pas très de manière explicite, mais quand vous êtes sur la page d'accueil de la maison Gucci, vous avez un renvoi aux activités culturelles à travers en fait les logos qui sont en dessous, puisque vous avez un renvoi vers le Gucci, enfin le nouveau musée Gucci qui s'est ouvert. Voilà. D'ailleurs, là, je l'avais mis en avant, pardon. Et enfin, le savoir-faire. Donc le savoir-faire, comment est-ce que le savoir-faire est mis en œuvre quand il l'est mis? Il l'est mis simplement à travers des images qui illustrent le processus de fabrication. Donc par exemple, on va avoir sur le site de Canali une case qu'ils appellent héritage, mais en fait qui renvoie plus au savoir-faire, qui renvoie à ceci. Donc on a les mains qui fabriquent la créativité de l'excellence, qui vont main dans la main, donc il y a un jeu de mots en plus qui va avec. Voilà. Donc à conclusion de ça, c'est que on a certaines choses qui ne sont pas du tout utilisées. Par exemple, on pourrait s'attendre à trouver l'utilisation des clients historiques ou des collaborateurs historiques, ça n'est pas mis en avant. Le fondateur, entrepreneur, il est très peu mis en avant également, je ne vous en ai pas parlé, à part sur le site de Dior que je vous ai montré, on ne le voit pas. Aucune utilisation de label ou de certification n'est utilisée, à part pour une maison qui est la maison Lanvin, Jeanne Lanvin. Sinon, même s'ils sont EPV, etc., en même temps, c'est peut-être une des rares, mais ils ne le mettent pas en avant, ou ils ne mettent pas en avant leur sous-traitant qui pourrait l'être. Donc, ce qu'il y a, c'est que on s'aperçoit que sur Internet, en tout cas, la maison de marque de luxe dans la mode est à la fois quelque chose qui semble appartenir à un foyer géographique bien particulier. Donc, il y a quand même une opportunité par rapport à ça, mais que finalement, son histoire et son héritage, c'est pas forcément ce qui est le plus important pour la communication des marques en ligne. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qui transpire de leur communication. Alors, ceci étant dit, maintenant, confrontons-le un petit peu avec la vision qu'ont les consommateurs. Donc là, je vais vous présenter les résultats d'une étude qui avait été commandée pour le ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique en 2014, et qui traitait tous les secteurs d'activité, dont le luxe et le fait main. Voilà, donc je vous présente juste cet aspect-là. Alors, quand on demande aux consommateurs français, alors là je suis sur les consommateurs français, le luxe made in France, pour eux, qu'est-ce que c'est? À quoi ils l'associent? Vous voyez qu'ils l'associent à différentes choses. Alors c'est facile à lire, les premiers cercles concentriques sont les premières choses auxquelles ils les associent, et les seconds niveaux, troisième niveau, c'est un peu plus loin dans les associations mentales qui sont liées au concept. Alors il y a certaines dimensions qui sont intéressantes dans notre idée de valorisation des métiers d'art. On a la notion de création, la notion de qualité qui est associée à la conception, au savoir-faire, au top, disent les consommateurs, et à la qualité, j'ai déjà dit, pardon. On a l'histoire, les marques françaises, donc le territoire, et après, on a d'autres choses qui sont un petit peu plus éloignées de ce qui nous intéresse. Si on va sur le fait main maintenant, c'est-à-dire les métiers d'art en tant que tels, pas que, mais entre autres les métiers d'art. Quand on demande au consommateur français le fait main made in France que c'est pour lui, c'est d'abord quelque chose d'original. Donc c'est intéressant pour des maisons de luxe parce qu'en général, on ne veut pas apparaître comme étant celui qui fait comme tout le monde. On veut être un peu original, sortir du lot. On a la qualité et la garantie, avec un côté rassurant et la traçabilité. Je vous rappelle le graphique d'avant. L'importance de la qualité également était là. On a la notion que c'est plus cher. Un respect de l'environnement. Donc je reviens à mon argument de la traçabilité, enfin de l'empreinte carbone, etc. Et puis la notion de convivialité, qui est très à la mode aujourd'hui, la relation producteur-fabricant-acheteur qu'on a avec le fabricant direct, en fait main, et qu'on n'a pas avec la maison de luxe. Alors ceci étant dit, on ne fonctionne pas dans un monde purement français, donc il est intéressant de voir également ce que pour les étrangers ça revêt. Donc là, la présentation est un petit peu différente. Les mots qui sont les plus gros, c'est les mots qui apparaissent en premier. Donc là, c'est une étude qui a été faite entre 2010 et 2012, sur un échantillon de plus de 1600 personnes. Voilà, quand on les écoute parler sur ce que c'est que le Made in France pour eux, le luxe Made in France, voilà ce qui ressort. Donc les mots les plus importants qui ressortent, vous voyez que c'est la qualité produit, encore une fois, liée à une origine, liée à certains produits, donc comme les souliers qui sont associés, eux, à l'Espagne. Les mots les plus proches sont associés, en fait, en termes de sens, pardon.
On a la notion d'authenticité qui apparaît, et on a surtout, très important, fait à 100%. Alors la Chine apparaît parce qu'il l'associe aux contrefaçons. C'est un biais, je dirais, de l'étude. On a deux pays qui ressortent, ça tombe bien aujourd'hui, la France et l'Italie. Et on a quelques marques qui ressortent, donc qui pourraient a priori être les marques qui mettraient le plus en valeur cette notion de qualité, de traçabilité, d'authenticité. A priori. Mais bon, c'est pas ce qu'on a vu dans le chose avant. Si on va sur les concepts maintenant et pas sur les mots, vous voyez que ce qui est associé directement au luxe made in France pour les étrangers, c'est d'abord, alors le gouvernement pour les actions, il y a un sentiment que le gouvernement aide beaucoup le secteur. C'est l'art et l'artisanat. Donc c'est directement les métiers d'art. C'est l'esthétiquement beau, c'est les noms géographiques. Et puis après, c'est un secteur particulier qui est l'équipement de la personne. Voilà. Donc là, on est vraiment, vous voyez, sur, en fait, finalement, les deux sont complètement entremêlés pour un consommateur étranger. Bon, je vous passe, parce que le temps tourne, mais simplement pour vous dire quand même que quand on s'est intéressé au Made in France, alors là, c'est toutes catégories confondues, donc ça va de la voiture au luxe, enfin, c'est vraiment très générique. Mais quand même, quand on demande aux Chinois ce que c'est que le Made in France, c'est quand même intéressant parce que le Made in France, pour eux, ça a une valeur symbolique qui est associée au luxe. Donc encore une fois, et là, je vous renvoie à notion de qualité, etc., etc. La tradition, qui est associée à l'histoire de France. L'histoire de France, c'est l'histoire des métiers d'art. Ils sont intrinsèquement liés. L'histoire des corporations, c'est des compagnons. Enfin, ça fait partie de l'histoire de France. Ça fait partie de notre ADN de notre pays. Quand on va chez les Américains, on est aussi, alors c'est un peu plus négatif chez eux, mais on est sur un souci du détail. L'artisanat, c'est ça, c'est le souci du détail. On est sur des catégories de produits, encore une fois, le luxe. Donc vous voyez, j'enfonce, hein, mais c'est un petit peu partout pareil. Puis alors, les Japonais, eux, c'est ouvert, ils nous adorent. Donc les Japonais, oui, mais avec l'effet pervers que ça peut avoir quand ils arrivent ici et qu'ils ne trouvent pas exactement ce qu'ils voulaient trouver. Mais le Made in France pour les Japonais, c'est la tradition, le savoir-faire, c'est donc lié à l'histoire de France, encore une fois. C'est les produits élaborés de qualité. Et puis c'est également une certaine innovation que l'on a vu dans les slides de mon prédécesseur, qui sont aussi possibles dans les métiers d'art. Voilà. Donc, si vous m'avez bien compris, quand on confronte les deux, il y en a qui ne parlent pas exactement de ce que les consommateurs aimeraient bien entendre, ou en tout cas voir pour les rassurer dans leurs achats. Donc, moi, mon postulat, c'est que comme les marques ne le font pas forcément, c'est aussi aux métiers d'art eux-mêmes et aux artisans d'essayer de le faire à travers cette fameuse stratégie, enfin d'initier la stratégie de co-branding. Puisque la stratégie, alors là, on est sur une marque ingrédient, puisqu'on va donner un ingrédient. Quand on fait la dentelle et qu'on travaille pour la maison Chanel, on est un ingrédient, on n'est pas sur un... Voilà. Donc, l'idée, c'est de se dire que quand on vend cet ingrédient au consommateur final, on va pouvoir attirer, en fait, créer une demande auprès du consommateur final qui va faire que les marques, finalement, vont vouloir mettre en avant le fait qu'ils utilisent cet ingrédient. Un exemple très concret pour vous, c'est quand vous avez deux produits, même dans les rayons surgelés tout préparés ou les plats tout préparés, et que vous avez des noix de Saint-Jacques cuisinées au sel et des noix de Saint-Jacques cuisinées au sel de Guérande. Vous voyez bien la différence. Et voilà, vous allez, enfin, celle de Guérande a créé ce désir pour le consommateur d'acheter ce produit, d'acheter les produits qui contiennent cet ingrédient. De la même façon, si vous avez un produit qui contient de la pâte à tartiner au cacao, au cacao noisette, ou alors qui contient du Nutella, voilà. Il y a une marque qui a quand même réussi à se faire ça, c'est Swarovski. Swarovski, voilà, ça apporte une valeur ajoutée. Alors, quel est l'intérêt quand même pour les marques hautes, c'est-à-dire les marques de luxe qui mettraient en avant ceci? C'est quand même d'améliorer leur capital marque, parce qu'elles sont associées avec des marques qui vont avoir une image auprès du consommateur final positive, enfin on espère, et qui vont donc bénéficier d'une évaluation plus importante et plus positive, et donc d'une qualité perçue plus importante. Et je vous rappelle que la qualité est un des facteurs clés pour le consommateur vis-à-vis des marques de luxe, quel que soit le pays. C'est particulièrement vrai pour les marques qu'on appelle middle luxury brands, donc pas les marques Goyard, etc., mais pour des marques un peu plus avec des produits access. Autrement dit, mettre en avant sur un produit, sur une gamme access, un ingrédient type un métier d'art, par exemple, ça aura beaucoup plus d'impact en termes de valorisation de la qualité du produit que sur un produit extrêmement luxe, en fait. Voilà. C'est un peu paradoxal, mais c'est quand on prend la perspective consommateur. Ça veut dire quand même quelque chose, et là c'est important pour ceux d'entre vous qui sont dans les métiers d'art, puisque ça veut quand même dire que du coup il faut un petit peu communiquer auprès du consommateur final, sinon ça ne marche pas. Donc il faut qu'en même temps il y ait en fait une communication qui soit faite du fournisseur vers le fabricant, vers la marque, et la marque vers le consommateur final, mais il faut aussi que le fabricant, le sous-traitant, enfin, le pourvoyeur de valeur ajoutée, le métier d'art, communique directement avec l'utilisateur final. Voilà.
L'idée étant de créer en fait cette demande. Ça se fait à peu près en 5 à 10 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière automatique. C'est pas, voilà. Mais par contre, c'est une démarche, quand on l'initie, qui peut se faire, qui va demander de passer à travers certaines étapes. Je pourrais revenir dessus, une pause café, si vous le souhaitez, avec ceux d'entre vous qui sont intéressés. Mais l'idée, ça suppose d'avoir une vraie stratégie de marque, en fait, et de la développer et de la suivre. Voilà. Alors, simplement, pour vous convaincre quand même que c'est intéressant, les chercheurs académiques qui se sont penchés sur ce sujet-là ont quand même trouvé que c'est particulièrement pertinent dans le cas où on a un nombre de fabricants très important et un nombre de fournisseurs très peu important, ce qui est typiquement le cas des métiers d'art par rapport au luxe, ou bien quand la complexité des composants est très, très importante par rapport à un produit final qui est très simple, ce qui est encore une fois une des caractéristiques des produits de luxe. Un produit de luxe, c'est simple vu de l'extérieur, mais c'est extrêmement complexe à l'intérieur. Voilà. Alors, d'un point de vue plus pratique, puisque c'était en conclusion, quel est l'impact sur la production en amont et sur la filière dans son ensemble? Donc, moi, je vois 2 impacts. Je vois l'impact sur les métiers d'art et je vois l'impact pour les marques de luxe. Alors, l'impact pour les métiers d'art, comme je vous ai dit, si on veut aller dans cette direction-là, ça suppose d'avoir une vraie stratégie de marque à mettre en œuvre. C'est pas forcément compliqué, hein, c'est pas, voilà, ça a l'air très très compliqué comme ça, mais ça l'est pas forcément. Ça simplement, ça suppose de le faire vraiment. Ça veut dire aussi qu'on aura une exposition qui sera plus forte puisqu'on va communiquer au consommateur final. Donc, ça suppose une maîtrise complète de son image. Et ça aussi, c'est quelque chose qui s'apprend. Ça veut dire également d'arriver à travailler sur les points qui sont négativement associés au fait main Made in France. Par exemple, cette perception que le prix est très important par rapport à la qualité qu'on a. C'est une perception, je ne dis pas que c'est la réalité, mais c'est la perception du consommateur, en tout cas français. Il a l'impression que le fait main français est plus cher que le fait main italien ou le fait main espagnol. Voilà. C'est une idée préconçue, mais bon, voilà, il faut faire avec. Donc il faut travailler sur cet aspect-là. Il faut capitaliser sur les points positifs. Je vous rappelle qu'un des aspects positifs qui est associé au fait main, c'était la relation de proximité que les consommateurs ont l'impression d'avoir avec le fabricant. Donc il faut capitaliser dessus en montrant les hommes plus que les process. J'insiste, quand je travaillais avec la dentelle, ils étaient focalisés sur montrer leur métier livers, alors que les gens veulent voir le dentelier. Ils veulent voir le whipper, le wheeler, enfin ils veulent pas le voir, les machines. Voilà. Et puis, ça suppose aussi, attention, quand on va dans cette stratégie-là, normalement, si on fait tout bien, la demande augmente. Donc, si la demande augmente, il faut faire attention, puisqu'on peut arriver avec des capacités de production qui peuvent à un moment être saturées. Donc, ça suppose de gérer aussi ça, enfin d'apprendre à gérer ça également. C'est une bonne nouvelle hein, quand on arrive à ça, mais... Pour la filière d'une manière générale, et je conclurai sur cet aspect-là, ça suppose, de la part des maisons, plus de transparence vis-à-vis du consommateur, montrer les sous-traitants. Certaines le font. Alors elles le font encore plus volontiers quand elles les ont intégrées. Par exemple, Chanel avec Paraffection, voilà, et qui montre bien volontiers la maison Montex, mais bon, voilà, ou les ateliers Lesage. Enfin, bon, mais c'est une opportunité de légitimation, notamment de certaines marques de luxe, notamment, j'ai envie de dire, pour les marques. Alors, il y en a qui disent que c'est du luxe, d'autres pas du luxe. Je ne rentrerai pas dans ce débat, mais les marques des pays émergents qui se positionnent comme étant des marques potentiellement de luxe. Elles ont du mal à se légitimer. Donc là, en mettant en avant les sous-traitants qu'elles pourraient utiliser, qui seraient des sous-traitants, par exemple, historiques, français, italiens ou espagnols, pourraient très bien, ou locaux, hein, parce qu'ils ont aussi des métiers d'art très, très forts et très, très beaux dans ces pays-là, pourraient en fait se légitimer sur un marché vis-à-vis des consommateurs. Ça suppose également d'avoir des formations dédiées. Aujourd'hui, le constat est fait quand même que les écoles de commerce dans lesquelles j'enseigne ne parlent jamais produit, et puis les écoles de design comme l'Institut Marangoni où j'ai enseigné aussi, ne parlent jamais marque. Donc, il y a un peu un schisme entre les deux. Voilà, se parle un petit peu. Voilà. Ça suppose, oui, ça donc c'est un petit peu ce que j'ai déjà dit, la légitimation de nouveaux territoires de marque. Ça veut dire quand même, si normalement elles font les choses bien, les maisons qui mettraient en avant les savoir-faire, c'est aussi une augmentation de leur chiffre d'affaires puisqu'elles ont leur capital marque qui pourrait augmenter. Donc vis-à-vis notamment de certains marchés ou de certains segments de marché qu'elles ne touchaient pas avant parce qu'elles apparaissaient trop superficielles, bling-bling, etc. Et puis d'un point de vue très nationaliste pour tous les pays qui sont concernés, c'est aussi la préservation des savoir-faire et du made in local. Et ça, c'est important parce que quand on sait le nombre de plumassiers qui restent en France, ou de maîtres gantiers et de formation en ganterie, c'est encore pire. Je crois que ça peut faire un petit peu peur pour les marques de luxe qui en ont quand même besoin. Elles ne les mettent pas en avant, mais elles en ont besoin. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Merci, Anne-Flore. Les entreprises métiers d'art que vous ciblez, dites il faut qu'elles développent des stratégies de marque. Ça, c'est valable pour des bonnes PME, des EPV, les très petits ateliers qui n'ont pas forcément les moyens et qui sont indispensables aux maisons de luxe en tant que sous-traitants. Pour eux, est-ce qu'il n'y aurait pas un devoir, en quelque sorte, une sorte de responsabilité éthique et sociale des maisons pour qu'en retour, il y ait un... Ah si, c'était le sens d'ailleurs des différents... Il y a eu en tout cas dans l'habillement, ils ont fait une charte de la sous-traitance, ouais. etc. Qui a un retour de notoriété et financier juste, pour le coup. Puisque ces ateliers, il faut qu'ils se maintiennent par ailleurs. Donc l'exemple, ça serait Chanel, par affection. Oui, mais bon, ils les ont pas intégrés. Assez fait. Puis ils les ont intégrés, c'est un peu différent. Oui. C'est-à-dire que voilà. Mais il y a des ateliers. Enfin, c'est un peu paradoxal parce que je vois par exemple dans le secteur de la joaillerie. C'est pas un scoop que beaucoup de grands joailliers, y compris Cartier, Van Cleef, etc., utilisent des ateliers de fabrication en joaillerie qui sont également dans Paris et qui ont leur marque propre, comme Marchal par exemple ou Maton. Enfin, il y en a. Voilà. Et certaines marques vont accepter, par exemple, que Marchal communique sur le site internet comme quoi ils travaillent pour telle maison. D'autres vont pas accepter. Enfin, c'est un petit peu. Les pratiques sont pas très uniformisées sur le sujet. Et je suis pas sûre. Vous savez, c'est un peu les marques de luxe. Elles ont. Enfin, moi, je ferai un peu le parallèle avec la RSE. Les marques de luxe sont toutes engagées dans les phénomènes de RSE, mais elles communiquent très peu dessus, ou pas surtout en tout cas, parce qu'elles savent pas comment communiquer dessus. Par exemple, si vous allez à une réunion chez Chanel, moi, ça m'avait frappé la première fois. Les petits gâteaux qui vous servent sont des petits biscuits fabriqués par des femmes qui sont des femmes mères très très jeunes dans un foyer, je sais plus trop où. Voilà. C'est quelque chose, on ne le sait pas. Je veux dire, en tant que Chanel, en fait, travaille sur l'intégration sociale également de personnes qui ne savent pas communiquer dessus. Et je pense que là, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que communiquer sur les fournisseurs, ils ne savent pas si ça va être bénéfique ou pas. Et comme ils ne le savent pas, ils ne le font pas. Ou alors, s'ils savent qu'il faut le faire... Quitte à être éthique, il faut respecter le consommateur Exactement. jusqu'au bout, qui a fait ce choix de produit. Oui. Et ça serait... Mais je pense que vous savez, le nerf de la guerre, c'est ce que j'ai dit à deux mots à un moment, c'est que tous ces acheteurs qui travaillent et ces gens qui font la communication dans les marques, les maisons de mode et de luxe de manière générale, sortent d'écoles où on leur a jamais parlé produit. Donc encore moins de savoir-faire. Donc, on peut pas leur jeter la pierre entre guillemets non plus. C'est-à-dire que quand vous êtes vous le savez, j'enseigne dans des formations luxe. Quand vous voyez qu'il y a des étudiants qui savent pas faire la différence entre de la soie et du coton et qui après vont faire acheteur pour une maison de luxe, ça fait un petit peu bizarre, quoi. Mais c'est pas grave, on leur apprend. En tout cas, moi, je leur apprends. Mais mais je pense que le nerf, il est là aussi, quoi. Oui, merci. Vous êtes d'accord ou est-ce qu'il y a des questions? Il y a des étudiants dans cette salle, beaucoup. Luc Delavigne, président du Conseil des métiers d'art du Québec. Vous nous parliez de rejoindre la clientèle et de tenter justement de... Luc, on va te donner un micro. Voilà, ça sera mieux pour la captation. Merci. Vous nous parliez des méthodes pour rejoindre la clientèle et puis en quelque sorte séduire ces personnes. Moi, je me pose aussi la question de l'identification de cette clientèle pour une maison. Je pense qu'il y a parfois, j'ai vu des initiatives qui semblaient passer à côté parce que finalement, on avait mal identifié les personnes qui étaient normalement ciblées. Tout à fait. Alors, excusez-moi, je suis passée un peu vite sur le sujet, mais quand je parlais de stratégie de marque, ça en fait partie, en fait. C'est-à-dire que la segmentation et le ciblage de son marché fait partie de la stratégie de marque. Donc, ça va dedans. Donc, ça nécessite une petite étude en amont, effectivement, oui. C'est de comprendre qui pourra potentiellement être réceptif à une communication qu'on pourrait faire. Parce que le même consommateur qui va réclamer la qualité de la traçabilité, par exemple, pour une montre, va pas forcément le demander sur un vêtement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément les mêmes segments. Donc ça demande d'affiner effectivement les choses. Je suis tout à fait d'accord avec mon prédécesseur sur le fait qu'il faut se servir aujourd'hui, par exemple, des réseaux sociaux pour communiquer. Par contre, je pense que quand on veut le faire, il faut le faire comme il faut. C'est-à-dire que c'est pas juste c'est pas juste se créer une page Facebook ou je sais pas quoi et puis faire un peu au hasard en disant il y a peut-être des choses qui vont marcher. Je pense qu'il faut vraiment le faire de manière intégrée. Et je pense que, alors je sais pas au Québec, mais je pense que en France, en tout cas, il y a quand même les structures comme l'INMAM, les EPV, etc., qui peuvent aider. Il y a des ateliers. Moi, je reçois les newsletters de la Maison du savoir-faire et de la création, par exemple. Il y a des ateliers qui sont mis en place, pour expliquer comment faire ce genre de choses, parce que quand on n'est pas passé par une école.
de commerce ou de communication, on ne sait pas faire et c'est normal. Donc, mais effectivement, c'est primordial de commencer par identifier son audience, sinon ça ne sert absolument à rien. Et ça, c'est un travail en amont qui peut être assez important. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, quasiment chaque année, de travailler avec des compagnies de marketing pour faire des campagnes de publicité. Et souvent, si je me fie au premier jet de leur proposition, je sais que je vais passer tout à fait à côté de ma clientèle. Alors, la clé, quand même, c'est de... Alors, je ne dis pas que c'est plus économe en termes de temps qu'on passe, mais c'est que... Si vous n'avez pas le temps de faire une étude vraiment complète en amont, c'est de rester toujours très humble par rapport à ce qu'on fait en termes de communication et de ne pas hésiter à pré-tester sa communication. Vous prenez un petit pool des gens qui sont potentiellement vos consommateurs ou votre audience, vous voyez, vous en prenez une petite dizaine de personnes et vous leur montrez ce que vous avez fait et là, vous voyez les réactions. Et ça permet d'éviter les grosses catastrophes. Voilà, ça c'est quelque chose, on appelle ça un focus group, ça existe, mais c'est vraiment... Et ça peut ne pas être cher du tout. Hein, je veux dire, vous prenez vos consommateurs habituels, vous voyez bien comment ils réagissent, par exemple. Ou vous faites ça dans un centre commercial, enfin, je sais pas. Merci, time is over. Time is over. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On va passer à l'intervention suivante.